Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce cours de droit administratif dans le cadre de la culture de tous les citoyens, c'est-à-dire la culture sociétale. Et comme c'est la leçon numéro 2, nous reprenons donc sur le chapitre 1er, les collectivités publiques, après avoir fait dans la vidéo précédente une introduction générale. L'État est la première personne publique. Section 2. Face aux collectivités territoriales qu'on appelait avant locales, ou qu'on peut toujours appeler locales si on veut, comme la commune. Section 3. Mais l'État entretient, avec les collectivités précitées, certains rapports. Section 1. Ce sont les modalités d'organisation de la collectivité nationale. Les rapports entre l'État et les collectivités territoriales ou locales peuvent s'analyser sous deux angles. La proximité ou l'éloignement du pouvoir par rapport aux collectivités locales, c'est le problème de la centralisation et de la décentralisation. Ensuite, la nature du pouvoir de l'État sur les collectivités locales, c'est le pouvoir de tutelle, hiérarchique ou de contrôle de légalité. Donc il y a deux problèmes différents. Commençons par le premier. Centralisation et décentralisation. D'abord la centralisation, on va en voir les caractères généraux. Dans un pays administrativement centralisé, l'État est la seule autorité de décision. Voilà, c'est clair. Quand c'est centralisé, c'est l'État qui décide de tout. Avantage. La centralisation favorise l'unité du pays. La France s'est formée principalement avant la Révolution française, sous l'égide de la monarchie et particulièrement la monarchie absolue aussi, à partir de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, mais également avant. Donc ça favorise l'unité, avec la langue d'ailleurs. L'édit de Villers-Cotterêts de François Ier, l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier, qui imposait le français comme langue administrative. Ensuite, chaque province continuait à parler son dialecte. L'éloignement du pouvoir central, Paris, le rend plus indépendant des intrigues locales, bien sûr. Par exemple, dans la région de Pau, il y a longtemps de ça, un prince sous Louis XIV, un prince de sang, c'est-à-dire un parent du roi, revendiquait la propriété de ce qu'on appelle ici le pont long, c'est-à-dire de bandes de terrain très importantes en surface qui appartenaient aux montagnards. Il y a eu un litige, les montagnards n'étaient pas d'accord, ils sont allés à Paris rencontrer Louis XIV, et en définitive, qui c'est qui a gagné? Ben, c'est pas le prince de sang, c'est les montagnards. Voilà un exemple d'éloignement du pouvoir central avec des parentés à ce niveau-là qui en toute logique auraient dû tourner au bénéfice du prince de sang. Eh bien non, Louis XIV là, ouais. Donc voyez-vous, hein. Donc, inconvénient, les citoyens peuvent se sentir dépossédés de leur vie locale face à un État tout-puissant. Oui, évidemment, mais bon, il y a des avantages et des désavantages partout. Donc, tout se passant à Paris, on peut s'estimer dépossédé. Modalité d'organisation.
Il existe théoriquement deux formes de centralisation, la concentration et la déconcentration. La concentration, on utilise l'image d'un marteau. Alors, le marteau, le bout du manche, le bas du manche est à Paris, et avec le marteau, on peut frapper dans n'importe quel coin de la France. Voilà. La déconcentration, ça consiste à nommer un préfet dans un département qui a un petit marteau et qui tape dans son département. Et le préfet rend compte, bien sûr, à Paris. La concentration, c'est l'état d'un pays centralisé dans lequel l'autorité centrale décide seule de tout. Oui, voilà, on l'a déjà dit. Bon, les représentants de l'État en province, exemple, les préfets exécutent les décisions du pouvoir central. Les collectivités locales n'existent pas en droit, ou alors n'ont pas de pouvoir propre. Dans le droit de l'Ancien Régime, c'est-à-dire de la période de France depuis Hugues Capet, 987, jusqu'en 1789, les communautés d'habitants étaient des personnes de main morte. Main morte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elles ne peuvent pas vendre, elles ne peuvent pas donner, elles ne peuvent pas hériter, elles ne peuvent pas ceci ou cela. Voilà. Personne de main morte. Voilà la concentration. Cette situation correspond à peu près à l'état de Napoléon Ier, bien que certains pouvoirs d'initiative étaient quand même reconnus au préfet. On ne peut quand même pas décider de tout à Paris. Bon. La déconcentration, maintenant, c'est l'état d'un pays centralisé dans lequel les autorités locales de l'État, le préfet, ont un pouvoir de décision local. Exemple pour leur département. L'État parisien contrôle ses autorités locales strictement grâce au pouvoir hiérarchique. Voilà. Il fut un temps où les maires n'étaient pas élus par le conseil municipal, mais étaient nommés par le préfet, par le ministre, quoi, par l'État, quoi. Il reste toujours de cette tradition que le maire est un agent à double casquette, qu'il est à la fois l'agent de l'État, exemple l'état civil, bon, vous connaissez ça, et d'autre part l'agent de la commune. Cette situation correspond à peu près à l'état de la France moderne jusqu'en 1982. Oui, les lois de décentralisation de François Mitterrand. La décentralisation, justement. La décentralisation, c'est l'état administratif d'un pays dans lequel le pouvoir des collectivités locales est reconnu. Les collectivités deviennent territoriales. C'est un mot que l'on a forgé intentionnellement. Normalement, il n'y a que l'État qui a un territoire avec des frontières, avec des postes de douane, avec des taxes douanières, etc. On n'en est pas là quand même pour les communes, départements, régions. Mais bon, elles ont un territoire. Voilà. Le pouvoir donc est reconnu. Cela suppose que ces collectivités aient la pleine capacité juridique. Oui, à peu près quand même. Elles ont la capacité. Mais les impôts, par exemple, relèvent de la souveraineté du Parlement, enfin de l'État, quoi. Voilà. Des pouvoirs propres, on appelle ça les affaires locales. Voilà une expression très en faveur des affaires locales pour la commune, le département, la région. Et les organes qu'elles élisent. Le maire est élu par le conseil municipal. Et des ressources fiscales et financières propres. Oui. On n'en est pas là quand même. La fiscalité locale dépend largement de l'État central. Dans un tel État,
l'État central conserve des compétences. Alors bien sûr, il y a la cinquantaine de codes qu'il y a sur Légifrance, les codes de l'État. Le code minier, par exemple, ça relève de l'État central. Le code rural, le code général des collectivités territoriales, lui-même. Bon. Et les collectivités en ont aussi. Alors bien sûr, il y a des répartitions de compétences aux collectivités, mais encore faut-il qu'elle ait l'argent pour ça. Voilà. Le partage de ces compétences est effectué par la Constitution et la loi aussi, mais surtout la Constitution. Donc, tout le monde a des compétences, à commencer par l'État, mais les collectivités territoriales en ont aussi. Voir les compétences du maire et du conseil municipal, par exemple. Cette situation correspond à peu près à la France d'après 81, c'est-à-dire de la décentralisation. Mais on remarquera qu'actuellement l'État central exerce certains pouvoirs sur les collectivités, comme le contrôle de légalité, c'est-à-dire on verra que si le préfet estime qu'un maire a pris un arrêté municipal irrégulier, le préfet ne peut pas annuler cet arrêté, mais il peut le déférer devant le tribunal administratif. Voilà. L'État central détient au niveau local les pouvoirs propres. Je viens d'en parler, ce sont tous les codes, jusqu'aux forêts, mines, carrières, écologie. Allez sur Légifrance, choisissez code et vous verrez la longue liste. Et conserve dans une large mesure la maîtrise des finances et de la fiscalité. L'argent est le nerf de la guerre, disons. Voyons voir maintenant, suivant la dualité que l'on avait distinguée au début de ce développement, le paragraphe 2, les types de relations de pouvoir de l'État sur les collectivités territoriales. L'État peut exercer 3 pouvoirs, dont l'ampleur décroissante se présente ainsi. D'abord, le pouvoir hiérarchique, comme entre personnes physiques, dans l'armée par exemple. Celui qui est le chef commande. Ensuite, le pouvoir de tutelle, on verra. Parce que c'est un intermédiaire entre les deux opposés là. Le pouvoir hiérarchique et le contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité, c'est la loi qui prévaut. Voilà, c'est tout. Et entre les deux, il y a la tutelle. On verra ça. Pouvoir hiérarchique, un pouvoir fort. Ce pouvoir peut exister aussi entre personnes physiques, exemple l'armée. Il a pour but de faire prévaloir la volonté de l'autorité hiérarchique sur l'autorité subordonnée. Voilà. Il peut s'exercer soit sur des personnes physiques, ça entraîne par exemple la nomination, la révocation, un blâme, la notation, aussi, voilà. Sur les actes des personnes physiques ou morales, et comporte aussi des pouvoirs forts, comme le droit de délivrer des autorisations d'annulation, de suspension. Voilà, donc c'est un pouvoir fort, pouvoir hiérarchique. Ce pouvoir est aujourd'hui celui du ministre sur le préfet et celui du ministre sur le maire aussi, en tant qu'agent de l'État. Voilà. Ou du préfet. Voilà. Le pouvoir de tutelle, c'est encore fort. Le pouvoir de tutelle est un intermédiaire entre le hiérarchique et la légalité. Il existe encore au bénéfice de l'État ou d'une collectivité locale ou territoriale sur les établissements publics qu'il crée. On a vu cette catégorie de personnes dans un tableau dans la première vidéo. Les collectivités, l'État ou les collectivités territoriales
peuvent créer des établissements publics, c'est-à-dire des établissements dotés d'une autonomie financière et de décision. L'établissement public n'est plus subordonné à l'autorité supérieure, il dispose d'une marge de responsabilité plus importante, sans avoir toutefois la pleine capacité juridique, suivant les textes qui établissent la tutelle. Quand une collectivité territoriale ou l'État crée un établissement public, il y a une loi, par exemple, ou un décret qui établit la tutelle. Il faut regarder cette loi ou ce décret. L'établissement public peut intenter une action devant les juridictions administratives à l'encontre des actes de tutelle. C'est quand même un système équilibré. Ça n'existe pas dans le pouvoir hiérarchique. Le contrôle de légalité, un équilibre. C'est la forme de contrôle exercée par l'État sur les collectivités territoriales depuis les lois de 1982 sur la décentralisation. Dans ce cadre, les décisions des collectivités locales sont en principe exécutoires, voilà, sous réserve de l'intervention du représentant de l'État qui peut lui déférer devant le juge administratif. Donc elles sont présumées exécutoires, sauf si elles sont déférées devant le juge administratif. Définition du caractère exécutoire, au passage que l'on croise dans ce cours de droit administratif, mais qui est présent ailleurs aussi. C'est le caractère juridique conféré à un acte, grâce auquel l'acte peut être imposé aux citoyens. Voilà. Les lois de décentralisation ont distingué deux catégories d'actes, ceux qui ont une forme simplifiée d'exécution, ceux qui ont une forme complexe, faisant intervenir pour de l'État. Ce caractère exécutoire, on le voit à la fin des jugements, par exemple, ou des arrêts, dans la mesure où il y a et demandons à la force publique de prêter main forte à l'exécution du présent jugement, par exemple. Les actes relevant d'une loi d'exécution simplifiée. Ces actes sont exécutoires à condition d'avoir été publiés. Alors il y a un affichage en mairie, par exemple, sur un panneau extérieur à la mairie. Pas question de mettre dans les toilettes. Donc extérieur à la mairie, protégé de la pluie, évidemment, et accessible tout le temps, puisqu'il est extérieur. Vous notifiez par lettre recommandée un panneau. L'affichage est extrêmement réglementé, y compris pour les dimensions du panneau. Vous notifiez, par exemple, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à un particulier. Vous recevez dans votre boîte aux lettres, où on vous remet plutôt en main propre une lettre recommandée. La collectivité territoriale n'a pas l'obligation de transmettre l'acte au représentant de l'État, même si elle peut le faire. Mais en fait, les services de la préfecture s'informent directement. Et puis les collectivités envoient tout, pour n'encourir aucune responsabilité. Voilà, on envoie tout comme ça, il n'y a pas de problème, tout a été transmis. C'est plus simple. Les actes soumis à transmission maintenant. Les actes exécutoires de la double condition d'avoir été publiés ou notifiés et transmis aux représentants de l'État dans le délai de transmission. La transmission est importante. Si un arrêté municipal a été affiché en mairie le 1er mars, mais n'a été reçu par le préfet que le 28 mars, l'arrêté n'est exécutoire qu'à partir du 28 mars. Il faut la transmission aux représentants de l'État, la réception, finalement, la réception du pli par la préfecture. Voilà. Sont concernés les actes importants. C'est normal. Par exemple, les délibérations des assemblées.
et les actes réglementaires, c'est-à-dire à portée générale. Un arrêté du maire réglementant la circulation, par exemple, dans la commune. Quel que soit le caractère exécutoire de l'acte, le préfet peut le déférer devant le juge administratif. Voilà. On verra plus tard les recours devant le juge administratif. Alors, je ne vois pas ce que cette vue vient faire là. Ça, c'est dans les recours. Dans les recours devant les juridictions. Bon, nous allons la sauter. C'est une erreur d'insertion de diapositive. Donc, nous avons fini cette vidéo, deuxième leçon du cours de droit administratif. Et nous passerons, nous passerons à la suite du cours dans la troisième vidéo. Voilà. Tout ce droit administratif vous permettra de beaucoup mieux comprendre l'organisation publique de l'État français. Et la partie sur les recours est utile aussi. Voilà. Bien. Au revoir à toutes et à tous. Bonne continuation. Au revoir.